Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics, avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, je vous renvoie à la barre YouTube et pareil en description, il y a tout le chapitrage. Il y a aussi les liens vers tous mes réseaux, Twitter, Discord, Instagram, TikTok. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir, surtout qu'on vient de dépasser les 3500 sur la chaîne. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Je pense que c'est aussi dû aux vidéos interviews que j'ai fait pendant l'été, avec Naban, avec Animeland et avec Isan Manga, qui ont bien trouvé leur public, donc je suis assez content, mais bon, je vais arrêter de parler, raconter ma life, et on va commencer les lectures maintenant. Tout d'abord, Idol A ou Idol A de Mitsuru Adachi. Alors, si vous vous souvenez, fin juin, début juillet, j'ai parlé des 4 tomes de short programme, l'occasion pour moi de découvrir le travail de Mitsuru Adachi, donc l'auteur de pas mal de mangas de sport et surtout de baseball, et aussi des mangas de sport et de romance. Et en fait, dans les short programmes qui sont 4 recueils d'histoires courtes, il y avait une histoire qui m'a tapé dans l'œil, c'est Idol A, où donc c'est l'histoire d'une fille qui adore le baseball, qui voudrait être une grande joueuse de baseball, sauf que bah, c'est compliqué pour une fille, et donc elle se travestit en garçon, elle prend le rôle de son meilleur ami qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je pense que le père d'un des deux a trompé avec la mère d'une des deux, donc ouais, je digresse et je dis des conneries. Et donc, apprend le poste de son meilleur ami qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Lui prend son rôle et donc il se déguise en fille pour qu'elle puisse jouer et donc devenir une grande joueuse. C'est super cool. Manga Badass m'avait dit qu'il y avait un one-shot à l'origine. Qui en fait, le one-shot, c'est en fait les 3 histoires courtes du short programme, plus la suite. Donc en fait, short programme, c'était le début de Idol A et ensuite j'ai la suite là-dedans. Ce qui fait que bah, une moitié de bouquin, je l'ai déjà lu. Alors en plus, je dis moitié de bouquin, sur les 200 pages, il y en a 30 à la fin où c'est encore autre chose, donc 170, la moitié de 70 que j'avais déjà lu. C'était quand même plaisant de redécouvrir l'œuvre, qui est vraiment très très cool. Et je ressors toujours avec cette même frustration de pourquoi c'est si court. Parce que c'est vraiment une très bonne histoire, et c'est dommage que l'histoire ne fasse qu'un seul et unique tome, enfin 170 pages. Parce qu'il y avait moyen de raconter un truc sur plusieurs tomes, plusieurs arcs narratifs, faire évoluer l'histoire d'amour entre les deux personnages principaux. Bon, c'est dommage, mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, et je vous conseille de lire les short programmes, de lire Adel A, et si Delcourt Tonkam réimprime Mix dans un papier correct, je pense que je lirai les mixtes de Mitsuru Adachi. Il a été longtemps annoncé et plusieurs fois reporté, mais ça y est, enfin, l'oiseau de feu, Phoenix de Osamu Tezuka est enfin là. Alors je dis plusieurs fois repoussé, c'était un titre qui a été annoncé au tout début de la collection Prestige de Osamu Tezuka, donc en même temps que les Bouddha, Ayako, les Trois Adolphes, et en fait il a été repoussé d'année en année. Je crois que ça fait au moins 5 ans qu'on l'attend. Ça y est, enfin il est là, il reste encore que Princesse Saphir qui est annoncé dans les apparaître, qui est toujours pas sorti, j'espère qu'il sortira dans pas longtemps. En tout cas, Phoenix, donc c'est une série qui sera en 5 tomes, qui va recueillir en 5 bouquins les 11 ou 12 tomes de la série, je crois qu'il y en a 11 en tout, donc de Phoenix. Donc l'histoire de Phoenix, c'est qu'on va suivre différents individus à différentes époques qui ont toujours le point commun d'essayer de trouver ou d'avoir un lien avec Phoenix, un oiseau immortel qui observe l'humanité. Et donc dans ce tome, on a les 2 premiers arcs, alors qui sont respectivement le premier et le dernier de Phoenix, mais qui sont là, Delcourt va les publier dans l'ordre de sortie, enfin d'écriture chronologique de Tezuka, et donc pas dans l'ordre chronologique de l'histoire. Donc ce qui fait que là, on a un petit peu les 2 extrêmes. On a le tout début de Phoenix et la toute fin. Et ce qui est marrant, c'est que en fait, la fin de Phoenix, c'est le début de Phoenix. Parce qu'il y a une espèce de cercle sans fin, d'infini, où en fait, bah, le tout début, l'aube où on est dans l'Antiquité, où il y a quelqu'un qui veut chasser le Phénix, ben, c'est comme ça que se termine Phoenix. Et donc, bah, le fait d'avoir le début et la fin dans ce tome-là, il y a un côté auto-conclusion qui fait que, limite, t'as pas envie d'acheter la suite, et ben c'est suffisant. Là, t'as le début, la fin, et puis basta. Alors, comme j'ai dit, dans cette histoire, il y a dans ce tome, il y a 2 histoires. Il y a une moitié, c'est l'aube, donc on est dans le Japon de l'Antiquité, une histoire de guerre de clans, d'un royaume qui veut prendre une île et un village qui se fait massacrer. C'est sympathique. J'ai bien aimé le passage où t'as une fille qui dit: «Oui, j'ai eu plein d'enfants, je vais essayer de repeupler mon village». Tu dis: «Ouais».
le village il va être rempli de consanguins au bout de quelques générations, ça va être n'importe quoi. Par contre, la deuxième histoire qui s'appelle Les Temps Futurs, qui se passe en 3000, au 34e siècle, enfin 3400, donc le 35e siècle, c'est dur à prononcer, surtout qu'on est qu'au 21e. Et donc, on a cette humanité qui est, qui est en train de disparaître parce que la Terre elle est polluée, ils sont en train de créer des clones, des créatures hybrides, etc. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. J'aime beaucoup ce Tezuka futuriste, c'est vraiment cool. Et alors, en plus, à la fin, il y a toute une explication sur comment Tezuka a créé ça, les inspirations, et on a en plus toutes les pages couleurs des publications, avec une explication de, par exemple, bah, sur cette page-là, il y a du texte en plus qui devait résumer le chapitre précédent, que Tezuka a enlevé dans la version reliée, donc on l'a pas dans cette version-là, mais on peut voir la comparaison et qu'est-ce qu'il a rajouté. Genre il a rajouté une bande en plus, ou t'as un dessin à la con. C'est vraiment hyper intéressant de voir ce travail de... Entre la publication et le tome relié, bah, il y a un retravail de Tezuka qui est vraiment impressionnant, et donc c'est à lire. En tout cas, moi qui connaissais pas Phoenix, bah, j'ai découvert son chef-d'œuvre inachevé. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Ah oui, petite annonce, je l'avais dit quand j'avais terminé les short programmes, à partir de la semaine prochaine, on va parler de Astro Boy. Donc toutes les semaines, pendant cette semaine, je vais parler d'un tome de Astro Boy, de la collection des Astro Boy de chez Kana. On passe maintenant à Kurokawa, et tout d'abord le 15e tome de la saison 6 de Hippo, donc c'est le tome 124. Toujours aussi bien Hippo. Alors je trouve que... Alors ça peut être un peu méchant ce que je vais dire, mais depuis qu'on a raccroché un peu les gants, le ring, etc., je trouve que Hippo ça devient encore mieux. Genre, jusqu'à présent, on avait un peu cette routine de Hippo, il va affronter machin, il va s'entraîner, il l'affronte, combat, il y a un petit moment de délire amoureux avec sa copine, et après on repart sur tu vas affronter machin, entraînement, combat, petit moment de délire, etc. On avait un petit peu cette routine qui était peut-être un peu fatigante par moment, même si moi je me suis jamais fait chier, mais ce qui peut être fatigant. Et là en fait depuis que Hippo a un peu raccroché les gants de boxe et qu'il avait il s'était trouvé une sorte de passion dans je vais entraîner quelqu'un, il y avait un nouveau souffle dans Hippo. Là, cet homme-là, il est stratosphérique parce que le moment où le disciple de Hippo, qui est un peu son opposé, parce que il voit quelqu'un tabasser un gamin, et Takamura avait fait la même chose, il avait aidé le gamin qui était martyrisé, et Hippo, lui, il va plutôt entraîner le martyriseur. Et là, on voit que le martyriseur, bah, ce qu'il a pris de la boxe, il va s'en servir pour faire encore plus de dégâts. Et quand t'as Hippo qui il vient le voir, il dit non mais arrête, viens, on va s'entraîner, tiens, il y a les mitaines, on va faire des... Et il lui donne un coup, et que les mitaines tombent par terre, et que Hippo pète un câble, et qu'il lui fout une grosse queue là pour l'envoyer valdinguer. C'est génial, franchement, c'est super bien voir ce développement de Hippo, qui se rend compte que c'est pas facile d'être un entraîneur, c'est pas facile de trouver des élèves qui vont pas se servir de la boxe pour faire autre chose. Vraiment super cool, j'ai adoré. Il reste plus que 6 tomes. Bon, c'est un petit... Voilà, dans un an, c'est terminé la saison 6. Mais voilà, Hippo, si ça continue là-dessus, c'est génial. La légende des héros de la galaxie, tome 16. Alors, je vais pas dire grand-chose parce que plus ça va et plus je me rends compte d'une chose avec les héros de la galaxie, c'est que on a donc deux personnages. On a d'un côté Yang Wenli, donc qui est le super amiral des planètes unies, et de l'autre on a Reinhardt, donc le putain de commandant de l'Empire galactique. Et plus ça va et plus j'ai du mal avec Yang Wenli. En fait, il est bien le personnage, mais j'aime tellement plus Reinhardt dans ses histoires de complot, les histoires de machination avec l'Empire, que quant à Yang Wenli, qui des fois est un peu un paillasson vis-à-vis des instruments politiques des planètes unies, bah ça me fait chier. Et là, j'avoue que ce tome-là, bah, je l'ai lu, c'était cool, mais un peu blasé. J'ai hâte que Reinhardt revienne, en fait, c'est ça. J'ai hâte qu'on revienne sur du Reinhardt. Yang Wenli, des fois, c'est un peu chiant, et là, je suis un peu saoulé. Et clairement, là, je me rends compte, alors peut-être aussi, ça fait... on est au tome 16, des fois je décroche peut-être un peu du récit, peut-être que j'ai décroché, mais souvent je décroche quand on est sur Young Wenli, donc je pense qu'il y a un lien de cause à effet. Troisième et avant-dernier tome de Boys Run the Riot, donc une série de Hakata sur le monde des vêtements, du street art, et avec des personnages LGBT. C'est toujours aussi bien, alors j'ai trouvé que c'était un super bonus à la fin, c'est que il se passe un truc dans le tome, c'est que il y a un personnage du groupe du héros, qui révèle que c'est une fille transgenre, donc c'est une fille qui s'identifie comme étant un garçon. Et donc il se passe des choses, il y a tout le monde qui la regarde différemment en fait. Il y a même une fille qui a l'air d'être amoureuse de lui. Est-ce qu'on va tomber sur une relation... il va y avoir des relations LGBT un peu plus fortes que juste des personnages, on va peut-être avoir des relations un peu plus intimes. Et en fait, à la fin du tome, on nous explique que ce qu'a fait le personnage s'appelle du outing, et que c'est quelque chose de puni par la loi. Alors c'est un truc que j'ignorais totalement, parce que je vais être
très sincère, sur tout ce qui est autour de la communauté LGBT, des fois des nominations, des termes vraiment purement, par rapport à cette communauté, j'ai beaucoup de lacunes. Clairement, même j'ai toujours du mal à savoir comment on doit nommer le héros. Alors on me l'a expliqué, on m'a dit: «Si c'est une fille qui se considère comme un garçon, tu l'appelles il. Point barre». Et c'est vrai que c'est vraiment un gros manque de vocabulaire que j'ai et c'est le genre de titre qui est super intéressant parce que ça me permet de voilà, même si je m'en fous, bah, genre, alors je suis, voilà, je suis pour, voilà, les droits, tout ce qui a un rapport avec les droits, hein, j'ai rien contre, hein, mais c'est vrai que c'est plus une question de vocabulaire où là j'ai vraiment beaucoup de difficultés et donc bah, c'est le genre de titre qui m'aide beaucoup parce que, OK, quand quelqu'un est comme ça, on doit l'appeler comme ça. Très bien, j'ai compris. C'est plus ça et c'est vraiment un titre qui est super bien, qui utilise les passages LGBT pas pour, faire un truc, comme diraient beaucoup de gens woke et cetera. Non, il y a vraiment une histoire hyper intéressante où les personnages seraient hétéros ou bi, ça serait pareil, ça serait tout aussi intéressant mais ça rajoute, des trucs en plus que j'aime beaucoup. En tout cas, Boys Run the Riot, franchement foncez, il y a 4 tomes, là on est quasiment à la fin et moi j'ai surkiffé. On passe maintenant à Mangetsu, et tout d'abord il y a le troisième tome des Enfants d'Hippocrate que Mangetsu m'a envoyé. J'avais bien aimé les 2 premiers tomes, mais j'avais un petit peu de mal avec l'aspect youtubeur du héros, et je trouve que dans ce troisième tome, bah, il n'y a pas de côté youtubeur. Et en fait, c'est un gros problème, c'est qu'on me l'a vendu comme étant oui, c'est un mec qui est pédiatre, en même temps, les youtubeurs, il a des problèmes avec son père. Et je trouve que le côté youtubeur est quasiment inexistant. Alors on m'a dit oui, mais c'est pour montrer son côté un petit peu humain. T'as plein de moyens de montrer son côté humain. Là, j'avoue que le côté youtubeur qu'on m'a vendu, en fait, c'est surtout, on me l'aurait pas vendu, je dirais rien du tout. Mais là, le fait qu'on me l'ait vendu sur ce côté youtubeur, que je le vois pas, bah, j'ai l'impression qu'on m'a un peu menti. À côté de ça, bah, j'ai beaucoup aimé le fait que le grand frère du héros arrive et que tous les deux ont une vision très différente de la médecine et de la pédiatrie. Et donc ça crée des tensions et ça j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je continue l'histoire, c'est vraiment pour le côté relations humaines entre le héros et sa famille, où bah, il y a eu un passif avec sa mère qui est pédiatre et que lui il est toujours un petit peu traumatisé par rapport à ça et que son père essaye, a des remords et que son frère est un peu passé à autre chose. Et donc ça va créer pas mal d'étincelles et ça j'aime beaucoup. En plus, il y a les côtés, essayer de comprendre la maladie, soigner les gens, toujours aussi cool. En tout cas, Les Enfants d'Hippocrate, c'est du très bon. Chilulan, tome 9, toujours aussi bien, franchement, c'était un super tome. En plus, on commence avec un combat de Hajime Saito qui va affronter donc l'un des membres du groupe de Serizawa qui s'appelle Nishiki Nihimi. Donc c'est le mec qui a une cicatrice sur la joue. Hajime Saito, c'est un barbare. Alors en plus, au début, on a un petit flashback sur lui, on découvre comment il a ses cicatrices et comment il est un peu passé de «j'étais gentil» à «je suis un gros connard». Et donc après, on revient sur le combat avec Hajime Saito, qui, comme j'ai dit, est un gros barbare. Il lui coupe les doigts, il lui coupe les oreilles, à un moment, il lui court après, l'autre essaie de s'enfuir, il lui coupe les tendons pour pas qu'il puisse marcher. C'est un barbare. Et bon, à la suite de ça, Serizawa, ils sont un petit peu menacés parce que il va y avoir cette fameuse confrontation entre les vrais membres du Shinsengumi qui sont pas encore Shinsengumi et Serizawa et sa bande, et donc il ramène un peu ses lieutenants qui étaient aux quatre coins du Japon, qui était une bande qu'il avait il y a quelques années. Ça fait très Kenshin le Vagabond, où t'as genre un méchant qui arrive et qui a une bande de super lieutenants qui ont chacun des gara designs qui sont très marqués. Genre t'as un allemand qui s'appelle Dwarf quelque chose, qui a un monocle, qui est très cool, enfin qui a un chara design qui est très cool, qui fait un peu Bleach aussi, qui fait un peu les Quincy de Bleach. T'as 2 frères, il y en a un qui est immense et qui est le petit frère, et l'autre qui est plus fin et qui est le grand frère. T'as une sorte de moine bouddhiste avec une grosse barbe. Voilà, ils ont des gros designs bien marqués, donc ça annonce des gros combats entre les membres du Shinsengumi et ce groupe-là, donc va avoir sur les 5-6 prochains tomes, on va sûrement avoir des grosses confrontations, des grosses bastons entre ce groupe-là et le groupe des héros qui va être le futur Shinsengumi. En tout cas, super bien. Quatrième et avant-dernier tome de Shigehime, donc ce manga horrifique de vampires et d'adolescents qui deviennent des esclaves de vampires. On est sur toujours du très bon. Comme j'ai dit au début, j'étais un peu décontenancé, j'avais pas forcément hyper confiance dans le titre, et force est de constater que bah, il a des bonnes qualités. J'ai un peu peur sur la fin. Là où ça va, je me dis, ouh, il reste plus qu'un tome pour tout conclure. Là, surtout le délire avec la copine du héros, ce qu'elle est devenue, je me dis, il reste que facile 200 et quelques pages pour tout conclure. Alors, soit le prochain tome est un peu plus gros que les autres, soit on va se casser la gueule sur la fin. J'ai un peu peur, donc on verra pas. En tout cas, ça reste toujours aussi plaisant. Il y a toujours autant d'hémoglobine, de filles toutes nues. C'est toujours aussi plaisant. J'avoue que la tournure par rapport à la copine du héros, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais plutôt à ce qu'elle devienne comme lui, une sorte d'esclave, et finalement elle a l'air de devenir un vampire. Alors est-ce qu'elle va contrecarrer Miyako et prendre sa place? Je ne sais pas. En tout cas, Shigehime, c'est du très très bon.
Mangetsu m'a aussi envoyé le premier tome de Zone Fantôme, donc qui est le titre le plus récent de Junji Ito. Donc de ce que j'ai compris dans les préfaces ou postfaces, c'est que ça a été écrit en 2001 pendant le Covid. Et donc on est vraiment sur ses titres les plus récents qu'il a écrit en numérique, en full numérique, donc un peu comme Sensor si je dis pas de bêtises. Et donc là on est vraiment sur ses travaux les plus récents. Alors en plus c'est vraiment super cool ce qu'a fait Mangetsu, c'est qu'ils ont commencé avec, pour la collection Junji Ito, ils ont commencé avec Tomie, donc qui est le premier titre de l'auteur. Ils ont sorti Sensor et Zone Phantom qui sont ses titres les plus récents. Et alors moi ce que j'ai fait c'est que dans mon étagère, c'est que d'un côté j'ai mis Tomie et de l'autre côté j'ai mis Zone Phantom et Sensor. Et maintenant je vais pouvoir regrouper maintenant que j'ai les extrêmes, je vais combler le vide avec ces futurs titres pour avoir une rangée dans l'ordre chronologique des œuvres de Junji Ito. Donc maintenant que j'ai raconté ma vie, encore une fois, hein, la collection Junji Ito chez Mangetsu, ils font du très bon boulot. La préface par Fausto Fasulo, donc le rédacteur en chef du magazine Atom. J'ai un magazine, alors il est sous une pile, je vais pas le sortir, qui est un magazine que j'aime beaucoup. Ils se font des super interviews, pas mal d'analyses qui sont super intéressantes. Et des fois, je découvre des auteurs et je me ruine à cause d'eux. Euh, le logo, toute l'analyse à la fin de Morolienne, c'est toujours un travail de fou furieux, un beau travail de création en plus, parce que c'est pas un bouquin qui existe au Japon, enfin, tel quel. Par contre, maintenant, je vais être un peu plus critique. Euh, je suis moins fan des titres de Junji Ito modernes. Alors je trouve que son trait est beaucoup plus puissant. Il y a des pages où les personnages sont le visage déformé qui marchent de ouf. Mais les histoires, des fois, je suis moins effrayé que d'autres titres. Par exemple, les histoires qu'il y a dans Frankenstein, dans les chefs-d'œuvre, m'ont marqué. Autant là, il y a un passage ou deux qui m'a marqué, mais sinon, dans l'ensemble, voilà, l'histoire des filiformes, je m'en fous. L'histoire du mec qui voit un tueur, m'en fous un peu. Je pense que le truc qui m'a le plus marqué dans ce tome, c'est la deuxième histoire, donc dans le pensionnat de jeunes filles chrétiens, où t'as un moment, ils doivent prier quelque chose, et on découvre ce qu'il y a dans une statue, et t'as un personnage qui dit quoi? Je me suis agenouillé devant tout ça pendant tout ce temps, et elle a le visage totalement déformé, elle est hyper effrayante, et c'est vrai que c'est le seul passage qui m'a un peu marqué dans ce tome, là où les chefs-d'œuvre de Junji Ito, il y a plein de passages qui m'ont marqué, parce qu'il y a des images qui sont hyper effrayantes. Alors, à côté de ça, hein, graphiquement, il est irréprochable le tome, hein, il est vraiment super bon, mais c'est vrai que les histoires me marquent moins que ses premiers titres. Peut-être qu'il avait plus d'idées et que là, il gratte un peu les fonds de tiroir, mais dans l'ensemble, c'est hyper plaisant de voir l'auteur aujourd'hui, ce qu'il produit, qui est toujours aussi bien, surtout qu'il est beaucoup plus libre. Ce qu'il explique, c'est que vu qu'il travaille en numérique, il n'est pas cloisonné à faire juste une histoire de 30 pages. Là, il peut faire des trucs qui sont un peu plus longs. Et là, on sent quand même qu'il peut développer plus ses délires, même si, bah, par exemple, la dernière histoire avec le mec qui voit les visions d'un tueur, ça aurait marché encore mieux sur un tome de 200 pages. Là, je trouve que 60 pages, c'est un peu gâché. Il y aurait eu moyen d'aller beaucoup plus dans le délire. Le mec, il est en train de se torturer l'esprit, le voit tout doucement s'autodétruire physiquement. Bon, il a fait le choix de faire juste 60 pages. Après, je respecte, mais en tout cas, Zone Fantôme, c'est toujours aussi bien. La collection de Junji Ito, c'est toujours aussi bien. J'ai hâte d'avoir la suite. J'ai hâte qu'ils nous sortent le journal de Soichi qui arrive en octobre. En tout cas, la collection de Junji Ito, c'est toujours du très bon. On passe maintenant à No Longer Ranger, le tome 2. Alors, avant de commencer à en parler de ce tome, je vais juste vous montrer un truc. Alors, j'étais pas du tout au courant, j'ai découvert ça en achetant mon tome. J'ai des petites cartes postales en rapport avec cette série et le précédent titre de l'auteur, donc The Quintessential Quintuplet. Et en fait, on a les sœurs, enfin deux des 5 sœurs, dans une tenue d'un des rangers. Donc on a la Ichika, la première sœur, en tenue de ranger jaune, et Nino, la seconde sœur, en tenue de ranger rose. Et donc, est-ce que dans les prochains tomes, on va avoir une carte postale à chaque fois, avec les 5 sœurs dans chacune des tenues de ranger, et peut-être le héros dans la tenue du troufion, là, du sbire. Je sais pas, en tout cas, j'ai vu aucune annonce par rapport à ça. Je suis allé voir dans plusieurs bibliothèques, plusieurs librairies, ils avaient la même chose. Donc, c'est pas mon libraire qui s'est fait un kiff, non, c'est un truc qui a fait Pika, mais j'ai vu aucune annonce par rapport à ça. Ou alors, je suis un gros teubé, j'ai raté l'annonce. Hein, mais en tout cas, voilà, je vais vous en parler. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome? Très bon. J'avais bien aimé le premier tome, j'ai bien aimé comment on joue avec les codes du genre Tokusatsu, le fait que le sbire, il se rebelle, que les rangers, ils peuvent être remplacés, donc il y a tout un délire. Quand on connaît un petit peu l'univers Power Rangers, Super Sentai Tokusatsu, ça fait rire. Et là, dans ce tome-là, on est toujours dans cette satire, avec un côté un peu plus chef de gang Yakuza. Genre le moment où t'as les 5 rangers qui se réunissent avec leur second, et qu'ils discutent, et que tu sens un petit peu un côté genre t'as fait une connerie, tu dois démissionner, genre fais-toi seppuku.
Et quand il va, limite, le Ranger rouge va dire bon, bah j'ai fait une connerie, je te laisse ma place, mon numéro 2. Et il lui fout il le tue sur place et il dit mais en fait t'es faible, donc je reste à mon poste. Et tu sens vraiment ce côté, une spirale où les 5 Rangers, il y a un petit peu un petit côté The Boys avec le protecteur, où ils sont tellement puissants ils s'en battent les couilles. Genre, il y a un système, il y a des règles, on se m'en bat les steaks. Je suis trop puissant, qu'est-ce que vous allez faire? Et il y a un petit peu ce côté-là que j'aime beaucoup. Et si ça emprunte un petit délire à la The Boys, je vais surkiffer. Est-ce qu'on va avoir à chaque fois un Ranger qui va être un petit peu un connard? De ce qu'on voit d'un autre Ranger à la fin de ce tome-là, donc le Ranger Rose, ça va pas d'être universel. Il y a peut-être 2-3 Rangers un peu salauds. Je pense que le Rose sera gentil jusqu'au bout. Mais en tout cas, le Rouge, c'est un connard fini. Et en tout cas, j'ai hâte de lire la suite parce que vraiment, ce tome-là, le tome 1, j'ai bien aimé. Le tome 2, je trouve qu'il monte d'un cran dans la folie, dans le délire. Et c'est vraiment un super titre. J'ai un petit peu de retard dans mes lectures avec les Fairy Tail parce que bah là j'ai le tome 20, j'ai le tome 21, mais j'ai reçu il y a quelques jours le tome 22 et 23. Donc je vais vous parler la semaine prochaine du tome 21 de Fairy Tail pour essayer de diluer un petit peu ça. Et après on reviendra sur le rythme habituel de une semaine sur deux je vous fais du Fairy Tail, l'autre semaine bah, je ferai du Karakuri Circus et ça dépend du rythme de Baki, je vous ferai aussi du Baki. Mais en tout cas, je veux rester sur ce rythme de un tome de Fairy Tail tous les 15 jours parce que, en fait, j'ai lu le tome 20 et le 21. Et je vous en parlais de manière sur deux lectures. Et en fait, le fait de lire un tome tous les 15 jours, bah, quand j'ai fini mon deuxième tome, bah, mon colis arrive quelques temps après. Ce qui fait que je suis jamais en train d'attendre la suite. Donc, dans ce tome-là, on est toujours dans l'arc du tournoi qui est toujours pas terminé à la fin du tome 21 et qui se terminera sûrement dans le tome 22, vu ce qui reste à adapter. Donc là, on commence avec... on est à la fin du 4e jour. Donc il y a eu l'épreuve où Minerva a défoncé Lucie, donc fait-elle un petit peu les boules envers Sabertooth. Et il y a le fameux double combat, enfin combat double. Et donc d'un côté, pour Sabertooth, on a les deux dragons jumeaux, donc que sont Sting et Rogue. Et de l'autre, on a les deux dragons de Fairy Tail, que sont Natsu et Gajil, le dragon du feu et de l'acier, contre le dragon de la lumière et des ténèbres. Ils se font marave, les deux dragons jumeaux, ils se font défoncer par Natsu et Gajil. À moi, Natsu dit « Oh, vous êtes trop nuls, Gajil, va-t'en, je vais les affronter à 1 contre 2. » Et il les défonce quand même, je trouve ça génial. Et ensuite, eh ben, on prépare un petit peu le terrain pour la suite, parce qu'on a Mr. Gun qui voit quelqu'un, on sait pas qui c'est, enfin moi je sais qui c'est parce que je connais la suite du manga, mais j'aime bien, c'est que l'auteur a commencé à préparer l'après-tournoi et un petit peu ce qui va se passer après le tournoi. Et après, on arrive sur le dernier jour, la grande dernière épreuve, où c'est un Battle Royale. C'est toutes les guildes, enfin les 6 qui restent, parce que Raventail a été éliminé, et ils ont dit, bah, on peut pas avoir 2 équipes de Fairy Tail pour cette équipe, donc il y aura qu'une seule équipe de Fairy Tail. C'est un peu l'anti-jeu, parce qu'ils auraient pu faire un mode... attendez, vous êtes... bon, ça aura un peu à double tranchant, parce qu'il dit, il y a 5 guildes, on va dire, de 5 membres, nous on est 2 guildes, on est 10, on peut tous vous défoncer, mais tu peux te dire aussi, bah les 5 de 5, ils sont 25, ils vont s'allier contre vous. Donc c'était un petit peu dangereux, j'avoue qu'en y pensant. Et donc t'as les 30 mages qui vont s'affronter dans un méga battle royale, et les Fairy Tail, c'est des gros tricheurs, parce que quand t'as Mavis Mervillon qui dit j'ai tout calculé, je vais prévoir chaque déplacement et on va les niquer. Et elle dit ouais, vous allez à tel endroit, vous allez à tel endroit. Et il défonce toutes les équipes adverses une par une. C'est génial, en tout cas, il y a plein de combats qu'on attendait, qui ont été préparés. Notamment, on va avoir le combat entre Luxus et le mec qui contrôle la foudre des ténèbres, enfin la foudre de Dieu. On a le mec qui a la mémoire, qui avait affronté Grey pendant la première épreuve. Ils sont des délire de mémoire, ils vont s'affronter. On va sûrement avoir un combat entre Léon et Grey. Enfin, il y a plein de combats qui sont prévus, tu les sens venir. Toi, Kagura qui se bat avec une épée, tu sens qu'il va y avoir un combat contre Erza, etc. En tout cas, l'arc du tournoi, là, on arrive tout doucement au pic. On arrive bientôt à la toute fin parce qu'il reste 2 tomes. C'est vraiment toujours un gros plaisir. Et je vous parlerai la semaine prochaine du tome 21. On finit avec Meian. Alors là, je vais vous sortir d'un coup tout le blocos. J'ai acheté les 4 tomes de Dumbbell, combien tu peux soulever, et les 4 tomes de Shikimori. Alors on va commencer avec Dumbbell. En fait, j'avais vu l'animé sur ADN il y a quelques années. Je me suis dit, oh, j'achèterai pas le manga, j'achèterai pas le manga. Et Kengan Ashura s'est terminé. Et c'est vrai que je me suis rappelé que bah, c'est par le scénariste de Kengan, qu'il y a des points communs et que bah, c'est un univers partagé. Ce qui se passe dans Dumbbell, c'est dans l'univers de Kengan. Notamment, bah, elle, c'est la sœur du personnage de Kengan. Que leur professeur elle va se faire masser, elle a un kiné, c'est le maître de Cosmo, donc l'un des grands champions du tournoi Kengan. Donc voilà, il y a des liens, on voit des personnages, à un moment il parle d'un catcheur, c'est le catcheur du tournoi Kengan. Donc vraiment très très cool.
Alors après, ça reste une petite comédie enfin, pas comédie romantique, une petite comédie ecchi avec, bon, par moment, des moments où on t'explique comment faire tel mouvement ou tel exercice, et que t'as toujours une fille en petite tenue qui monte soit ses seins, soit son décolleté, soit ses fesses ou autre chose. Voilà, ça reste un petit truc qui sent un peu la sueur, mais c'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'exercices. Par exemple, il y a tout un il y a leur prof principal, je crois, qui dit: «Ouais, elle a des problèmes, elle a toujours le dos voûté», et il donne des exercices pour remonter le dos, et je trouve ça hyper intéressant. OK, moi, que je sais que j'ai un peu le dos voûté à cause de travailler sur mon PC, bah, j'essaye de faire ces exercices-là, de les appliquer pour essayer de me remuscler le dos. Alors, tu peux aller voir des tutos sur internet, mais c'est vrai que, bah, allier le plaisir de la lecture avec des explications sportives, c'est super cool. Ensuite, bah, Shikimori n'est pas juste mignonne. J'ai vu l'animé la saison dernière sur Crunchyroll. J'ai surkiffé. Je connaissais pas du tout le titre, ou alors j'ai dû entendre parler de loin, mais ça m'intéressait pas plus que ça. L'animé est super cool, super beau. Je trouve que c'est un super animé. Et en fait, c'est un peu une parodie. Enfin, je vais pas dire une parodie. Ça détourne un petit peu les codes des comédies romantiques, parce qu'on a toujours ce délire de le garçon beau, grand et fort, et la jeune fille un petit peu tête en l'air qui fait des conneries. On inverse un petit peu ça. Donc Shikimori, c'est une fille qui est sûre d'elle, qui est sportive, qui est adulée par beaucoup de garçons et même des filles. Et le héros, Izumi, alors ils disent qu'il est maladroit, mais moi c'est plus de la maladresse pour moi, c'est une malédiction. Le mec qui sort de chez lui, il y a un camion qui veut l'écraser, il a offensé les dieux, c'est pas possible. Il a fait quelque chose dans une vie passée, il est maudit pour 30 générations, c'est pas possible d'être comme ça. Et je trouve que c'est vraiment super cool. C'est plaisant à lire, l'animé est super bien. Et en fait, le manga, c'est plein de petites histoires de quelques chapitres, de quelques pages, des chapitres de quelques pages qui des fois se suivent, des fois non. Et l'animé a eu un travail de recoller ces petites histoires pour en faire un gros épisode, et même essayer d'intégrer des trucs plus tôt dans l'aventure, notamment dans le tome 4. En fait, on a c'est le festival de l'école, donc leur kermesse. Et il y a l'apparition d'un personnage qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, c'est même pas une senpai, c'est juste une camarade d'une autre classe, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Et donc c'est la capitaine du club de volley, elle est super douée, elle est super forte. Et elle apparaît dans le tome 4, mais en fait dans l'animé ils l'ont introduit beaucoup plus tôt, parce qu'il y a un moment où il y a un match de volley, et donc bah forcément tu l'intègres parce que le volley, donc voilà, tu t'essaies de la faire venir plus tôt. Et en fait, dans ce tome-là, on découvre comment nos deux héros, enfin les deux personnages principaux, sont tombés, enfin pas sont tombés amoureux, se sont mis à sortir ensemble. Ils étaient déjà amoureux. Et en fait, l'année passée, quand ils étaient en seconde, il y avait un petit jeu dans leur école où en fait on donnait un numéro, et avec un cœur avec un numéro. Et si une fille avait le même numéro que toi, tu pouvais prendre une photo avec elle, pour une activité, etc. Et donc, ben, c'est Shikimori et son copain, ils avaient le même numéro, donc ils sont confortés dans leur idée d'être amoureux, et ils se sont déclarés leur flamme. Et cette année, ils n'ont pas le même numéro, mais en fait c'est une fille, donc c'est la fameuse fille du club de volley qui a le même numéro que le héros, et elle aussi a des sentiments. Sauf que ben elle arrive une année trop tard. Et j'ai trouvé le moment où on nous explique ça, il y a toutes les révélations avec Shikimori, qui est vraiment super bien. Franchement, t'as limite une petite larme pour elle, et tu dis dommage, c'est juste à une année près, t'aurais pu sortir avec le mec que t'aimes, et bah là, tu passes à autre chose. Voilà, c'est super triste. Mais en tout cas, voilà, c'est super bien. C'est une petite comédie vraiment mignonne. En tout cas, allez voir l'animé sur Crunchyroll. Moi, je vais continuer le manga, en tout cas, qui est vraiment super plaisant. Voilà, c'est la fin de ces lectures. Alors, à partir de la semaine prochaine, comme je l'ai dit, on parle de Astro Boy, mais surtout, je reprends les Astérix. Alors là, j'en ai pas parlé parce que j'avais un peu la flemme. Il me reste 4 tomes à lire, parce que les derniers de Uderzo, clairement, j'ai pas envie de les lire. Déjà, je me force un peu à lire les 4 qui arrivent, donc le fils d'Astérix, c'est Sherazade, c'est la Glaive et le Rose et la Galère d'Obélix. Déjà, la Galère d'Obélix, j'ai souvenir qu'il n'était pas ouf, mais la Traviata, la rentrée, le ciel nous tombe sur la tête, hors de question de les lire. J'ai pas envie, ça m'intéresse pas. Ou alors vraiment, si je suis motivé, mais bon, je m'en fous de pas avoir la collection complète, mais ces 4 tomes-là, ils m'intéressent pas du tout. Déjà, les quelques derniers, enfin, à partir déjà Uderzo, je trouve qu'ils sont, on a un cran en dessous. En tout cas, voilà, à partir de la semaine prochaine, je reparle d'Astérix avec le fils d'Astérix. Voilà, cette vidéo, mes lectures est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers tous mes réseaux, TikTok, Twitter, Instagram et Discord. Et bah maintenant, moi je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!